Bon, bah, donc bienvenue pour cette nouvelle soirée du Clos du Monde. Donc je vais vous exposer le travail que j'ai fait sur cette lettre qui est une suite du travail que j'avais fait en 90 sur le parallèle entre les Effendine Rajatra et les grandes Dionysies grecques. Donc je me retrouvais à nouveau avec cette confrontation entre des styles de masques qui étaient très proches les uns des autres. Alors, le point de départ, c'est ce type de masque qui m'a interpellé, parce que c'est donc un masque qui provient du sanctuaire d'Orcia à Sparte, et qui est donc un sanctuaire à Artémis. On a retrouvé ce type de masques qui ne sont pas en bois, parce qu'ils ont 2500 ans, et ce sont des effigies qui sont des reproductions en terre cuite de masques qui étaient à l'origine en bois ou en textile. On a donc un certain nombre de références. Ça, c'est un masque qui a été reproduit par Françoise Fanti-Ducroux, justement, dans son livre sur les masques de Grèce. Et on se retrouve ici avec des dessins qui ont été faits dans les années 20 pour illustrer les recherches qui avaient été faites à Sparte. Alors, ces masques ont été trouvés à côté du sanctuaire d'Orcia, et tout le monde a estimé que c'était des masques qui étaient liés au rituel qui avait lieu dans le sanctuaire d'Artémis, c'est-à-dire où les jeunes garçons, dans un but d'initiation, dansaient nus et masqués, semble-t-il, dans le sanctuaire, étaient fouettés parfois à mort, et donc tout le monde a assimilé ces masques à ce type de rituel. Mais le site de prospection de ces masques était à côté du sanctuaire d'Orcia, mais à proximité, il y avait également le théâtre où étaient jouées les pièces issues des traditions dionysiaques. Alors, en fait, il y a quand même beaucoup d'inconnus au niveau de ces masques, mais on trouve quand même beaucoup de détails au niveau des rides et de l'esprit du masque, avec les masques que l'on peut retrouver dans l'Himalaya. Alors, Françoise Fanti-Ducroux prend ce masque-là en exemple, en disant que ce serait un masque de Gorgone. Je ne suis pas du tout convaincu par cette description, parce que les masques de Gorgone qu'elle a présentés par ailleurs ont cette configuration. Donc, ça n'a strictement rien à voir, tandis que je pense que ce masque est lié à un culte dionysiaque de fertilité que je mets en rapprochement avec ces types de masques qui viennent de l'Himalaya, Népal ou sud du Tibet. Alors ça, toujours dans là on arrive justement dans les masques de caractère himalayen, c'est-à-dire des masques venant de la zone Monpa à l'est du Bhoutan, mais qui englobe également l'est du Bhoutan. Mais là, les Monpa, ça c'est un masque qui a été photographié par Verrier et Luynes dans les années 50 et qui sont côté Arunachal Pradesh. Et on se retrouve avec une série de masques qui ont vraiment le même type de caractère, avec ce côté de rides où on présente des vieillards qui sont des symboles de fertilité, et que l'on retrouve dans toute cette diffusion. Alors, les cultes de dionysiaques que l'on trouve dans cette région de Grèce proviennent de l'Est, encore, vers la mer Noire, et on ne sait pas exactement le type de diffusion qu'il y a pu y avoir, mais on le retrouve systématiquement dans toute une zone relativement très large. La liaison entre Dionysos et Artémis est très évidente dans bien des cas. Quand on a par exemple Bacchus qui épouse Ariane à Naxos, c'est également une transposition du mythe de Dionysos qui épouse Artémis, et ce sont des diffusions qui ont... on se retrouve en fait avec des divinités très similaires qui ont des noms différents, comme on retrouve dans tout le panthéon indien, où on peut avoir des quantités d'appellations pour les mêmes divinités.
Alors, Françoise Fonzi-Ducroux fait également référence avec le type de masque que l'on a vu précédemment, ceci, avec des masques de l'île de Lipari, qui est à côté de la Sicile, mais ce type de masques, justement, qui sont également de même style et en terre cuite, n'ont rien à voir avec les cultes d'Artémis. Dans le cas de Lipari, c'est trouvé dans les tombeaux funéraires, et ce seraient des masques psychopompes pour accompagner l'âme des morts dans l'au-delà. Et ce serait lié encore à des cultes dionysiaques, puisque ce serait par Dionysos que l'âme des morts partirait dans l'au-delà. Donc je pense que l'influence entre les deux styles de Sparte et de Lipari sont de même nature, bien que ce soit étudié sur des plans différents par les différents chercheurs. Par ailleurs, Artémis a fait forger ses armes à Lipari par les géants. Donc on trouve en permanence un espèce de lien dans toute cette zone avec des lieux de passage qui s'enchaînent les uns après les autres, mais où on trouve à peu près toujours les mêmes fonctions dans tous ces endroits. L'autre jour, j'avais fait un exposé donc, sur les soins psychopompes que l'on trouve sur les objets de l'ouest du Népal et qui englobent une partie de l'ancien royaume Xingzing. Et on trouve justement dans cette zone de Sparte Héphaïstos, qui est donc le forgeron des armes d'Artémis, qui part dans l'au-delà, encore accompagné par Dionysos, mais non pas sur un cheval dans ce cas-là, et sur un mulet. Or, Héphaïstos était bancal, puisque sa mère l'avait jeté de l'Olympe sur terre de dépit, parce qu'elle ne lui plaisait pas. Et manifestement, c'est une rétrogradation dans la hiérarchie, parce que le mulet étant un animal inférieur au cheval, puisqu'il est stérile, c'est manifestement une rétrogradation dans le cycle des dieux. Alors, en Inde, on se retrouve avec toujours cette notion de théâtre qui, au départ, était liée à Brahma, et puis les choses ont évolué, et on retrouve après, sous les formes de Shiva Nataraja, qui est le dieu du théâtre, le roi de la danse et du théâtre. Alors, en Grèce, on dit toujours que le théâtre est issu de Dionysos, mais on trouve Dionysos sous la forme de Shiva en Grèce, c'est ce qu'a écrit Danielou avec son livre Shiva et Dionysos, et c'est également ce qu'a écrit Bernard Sergent concernant les influences que l'on trouve dans les deux cas dans cette zone. Et on peut se demander de quelle manière cette diffusion s'est faite entre la Grèce et l'Inde, ou en sens inverse, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement dans quel sens l'influence s'est faite, mais Sylvain Lévy a étudié l'histoire des Grecs en Inde entre le IVe siècle avant notre ère et le IVe siècle après notre ère. Et il note qu'il y avait un royaume grec dans le Bihar, dont la capitale était à côté de Patna, donc sur un axe qui va sur le Népal, puisque le Bihar était l'axe qui rejoignait le Katmandou et le Tibet, et on se retrouve donc avec une dynastie grecque à cet emplacement-là, et cette dynastie se déplace et remonte le long du Brahmapoutre jusqu'à la frontière tibétaine et jusqu'à la Birmanie. Donc c'est une zone qui est complètement à l'est de la zone Mongpa-Shardoupen, ce qui pourrait expliquer l'incidence des styles que l'on trouve dans toute cette région. Mais comme je vous le disais, on ignore complètement dans quel sens les influences se sont jouées. On a toujours tendance à penser que du fait qu'on est européen et que la culture grecque a eu beaucoup d'importance dans notre culture, que c'est la Grèce qui prime sur l'Inde, mais ce n'est pas du tout évident. Et comme on se base souvent dans bien des cas uniquement sur des écrits qui sont très fragmentaires et très
très lacunaires dans certains cas, et avec des zones très longues d'inconnus entre les deux. On ne sait pas vraiment de quelle manière les choses ont évolué, mais c'est évident qu'il y a eu des influences extrêmement importantes, indépendamment bien sûr de ce qui est bien connu des conquêtes d'Alexandre, qui manifestement n'allait pas en Inde à l'inconnu, comme on a prétendu dans certains cas, puisqu'il avait dans ses troupes des mercenaires perses, que les troupes perses avaient des mercenaires grecs, et que l'Indus était un territoire perse, c'était une satrapie perse, et donc il y avait les Perses qui étaient déjà installés là, donc il savait à peu près où il allait dans sa démarche. Alors, ces Grecs, donc, dans les textes indiens, sont baptisés les Yavanas, et donc, comme je vous disais, ils remontent jusqu'à la frontière birmane, et après, on a une zone un peu méconnue entre cette frontière et la Corée, mais on constate qu'au 7e siècle, il y avait en Corée un comédien avec une troupe de théâtre qui part au Japon avec les masques du Jugaku, et dans cette troupe de masques que Berthier Baboshi a déjà rapproché dans ses études sur les masques japonais avec les masques grecs, on trouve dans ces masques un masque de Brahman et un masque de Garuda. Donc c'est manifestement une influence qui vient de l'Inde et non pas d'Asie centrale par la route de la soie, parce que sinon on ne trouverait pas cette iconographie. Alors, justement, dans cette évolution entre la frontière tibétaine et la Corée, on trouve des masques, bien entendu, et on aura peut-être une réponse vendredi, puisqu'il y a une jeune femme qui nous présentera un film sur les Miao, où elle a travaillé sur les chamans. Mais on trouve par exemple ici un masque de Chine, et qui manifestement a un équilibre qui se rapproche de ceux qu'on a étudiés, que l'on a vu jusqu'à maintenant, bien qu'il y ait quelques éléments stylistiques qui soient quand même différents. Mais l'équilibre global est quand même très proche de ce que l'on a vu. Alors, est passé très récemment justement, c'est un peu ce qui m'a réactivé l'intérêt que j'avais pour ce sujet, ce masque de la période Edo, qui a été présenté pour une salle de vente chez Ève, et qui provenait de la collection de Louis Gons. Et à l'époque, il y avait eu un très important portfolio avec l'art japonais qui avait été fait par... entre autres avec des pièces de Louis Gons, et vous avez ici, et c'est dans un portfolio, donc des chefs-d'œuvre d'art japonais par Gaston Migeon, en 1905, vous retrouvez ici le masque que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui est sorti très tôt du Japon. Ça a été la période où la situation politique du Japon a provoqué beaucoup de bouleversements, beaucoup de ventes de leur collection. C'est ce qu'on retrouve à Venise avec la collection de ce qu'avait collecté un prince de Bourbon-Parme, au musée qui sont maintenant au musée d'art oriental. C'est l'époque où Émile Guimet a été au Japon, c'est l'époque où l'Abite de Toulouse a été au Japon, c'est l'époque où Cernuschi a été au Japon. Donc ça a été vraiment une période où beaucoup de choses sont sorties, et donc y compris ces masques. Alors là, justement, ce sont ces masques qui sont maintenant au musée national de Tokyo, qui sont sortis et qui sont du 7e siècle. Donc c'est vraiment des pièces extrêmement anciennes, et où on trouve Garuda et le Brahman. Et voilà le masque de Garuda japonais. Et voilà, vous avez ici un masque japonais que j'ai mis en parallèle avec ce masque, qui est un masque Monpa de l'Arunachal Pradesh. Donc on se retrouve avec cette diffusion que l'on constate, que l'on ne peut pas toujours expliquer
d'une façon très scientifique, mais si on se base sur le côté stylistique, ça me semble assez évident. Mais j'ai quand même beaucoup travaillé sur les masques depuis 40 ans, donc j'ai peut-être une perception et une sensibilité particulière par rapport à ces objets. Je termine donc l'article par un texte de Pierre Lévesque, qui était le doyen de la faculté de lettres de Besançon, et qui a donc beaucoup travaillé sur les cultes dionysiaques, et qui, en parlant de Dionysos, qu'il a tendance à situer non pas en Grèce, mais en Inde, il termine un texte en disant « Dionysos n'avait pas besoin de venir dans l'Inde, il y était déjà ». Donc, dans son esprit, c'est clair qu'on se retrouve avec cette combinaison de Shiva et de Dionysos qui sont complètement interchangeables dans le rituel. Ça, c'est le masque japonais, et avant, c'était le masque... Non, ça, c'est le masque Monpa, et le masque japonais, c'est celui-ci. Ah oui, voilà. Il y a une parenté ici. Ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble évident. Alors, je vous dis, il y a toujours ce problème, parce que les religions sont venues à chaque fois s'interposer au style, disons, et donc il y a des modifications qui interviennent pour des rajouts liés par un type de rituel par rapport à une tradition locale qui peut être très particulière. Mais globalement, on trouve cette continuité en permanence jusqu'à maintenant. Et ce qui est intéressant par rapport à toutes ces traditions, c'est que c'était ce que j'avais écrit en 90, en 98. C'est que vous aviez, c'est Françoise Fanty-Ducrot qui écrivait... bon, je m'intéressais déjà à l'époque à ce style de masque, et j'avais interrogé la bibliothécaire du CNRS, qui était à l'époque à Meudon, qui m'avait dit que les populations, donc Montpache-Ardoupen, venaient de l'Ouest, et qu'elles avaient suivi un prince qui avait épousé une fille d'un roi de la Samne. On peut donc estimer que c'était un apport qui venait des sites du Gandhara, ce qui n'est pas forcément exclu de toute façon, mais je cherchais depuis ce temps-là des types d'influences qui auraient pu intervenir. Et un jour, je tombe sur le livre de Françoise Fanty-Ducrot sur le dieu masque. Et c'était donc autour de Dionysos, donc les masques que je vous ai montrés au début, et elle raconte les grandes Dionysies grecques. Et les grandes Dionysies grecques, qui avaient lieu quand même il y a 2500 ans, c'est la fête actuelle d'Indrajatra au Népal. C'est complètement calqué. C'est-à-dire ce sont des broyeurs d'huile qui abattent un pain qu'on érige devant le palais royal. Alors en Grèce, c'est les broyeurs d'huile d'olive. Il n'y a pas d'olivier au Népal, ce sont les broyeurs d'huile de moutarde. Mais c'est quand même la même corporation, c'est la même qui fait ce travail. On l'érige devant le palais royal en appliquant des masques. Et à la fin, on abat le pain. Et c'est ce que vous retrouvez dans les bacchantes d'Euripide, quand le Dionysos fait monter Pynthée dans le pain, que le pain est abattu à la fin et qu'il est déchiqueté par les bacchantes. Et là, quand le pain est abattu à Katmandou, les gens récupèrent les morceaux du pain comme protection pour toutes les choses un peu maléfiques. Donc, on se retrouve avec des traditions extrêmement anciennes qui ont été diffusées, c'est ce que raconte Jamère dans son livre Dionysos. Ce sont des cultes probablement pré-dionysiaques, même, qui remontent à ce qu'ils estiment à environ 10 000 ans. Et après, les religions se sont construites sur toutes ces traditions, sur cette tradition de base. Et après, on retrouve des dieux avec des fonctions complètement différentes dans toute l'Eurasie. Parce qu'en fait, on retrouve ces traditions partout. Et justement, l'autre jour aussi, quand j'ai présenté les chevaux psychopompes, on se retrouve avec ces chevaux psychopompes qui sont utilisés en Grèce, qui sont utilisés chez les Bouriates en Sibérie, et on s'aperçoit que toute l'Eurasie est complètement... il y a tout un maillage dans toute l'Eurasie de ces traditions qui sont pratiquement
constante. Et il y a en plus un Autrichien, Engeldern, qui avait fait des comparaisons avec les influences de Dong Son au Vietnam, qui viendraient de la mer Noire. Donc on se retrouve en permanence avec des maillages et des diffusions dans tous les sens, dans toute cette région, ce qui fait que c'est souvent par petites touches qu'on arrive à trouver des repères pour ce... et c'est des fois très compliqué, et par exemple, il y a un chercheur américain, Berazza, dont j'ai trouvé un texte la semaine dernière, qui nous raconte qu'il a trouvé au sud du Tibet, dans les tombeaux, des têtes de chevaux qui étaient manifestement sacrifiées. Et il raconte que c'est aussi des animaux psychopontes pour accompagner l'âme des morts dans l'au-delà. Et c'est ce que j'avais écrit la fois d'avant, mais je n'avais pas ce témoignage-là. Mais petit à petit, on arrive à avoir des recoupements sur toutes ces traditions qui sont assez intéressantes, quoi, mais c'est un peu partir à l'aventure dans toute cette affaire, parce que il y a des quantités de vide dans tous les coins, et je vous dis, il faut vraiment partir à la pêche et trouver des petites touches d'informations qui vous permettent de reconstituer quelque chose pour en arriver là. Si vous avez des questions, je vous réponds volontiers, par contre. L'utilisation d'un masque comme ça, Mampa, c'est fête villageoise, théâtre? Alors, on trouve des formes très différentes. Il y a dans le film de Peter Van Damme, par exemple, dans les fêtes villageoises, où ce sont des traditions extrêmement païennes, où on mime l'accouplement, où c'est complètement scatologique, où le danseur masqué fait mine de déféquer sur la place publique en se bouchant le nez parce que ça sent très mauvais, etc. Tous les gamins du village sont morts de rire autour. Nous, on ne pourrait pas faire ça en Occident, mais eux, c'est complètement quelque chose de... mais ils sont souvent très polyvalents, parce qu'on a aussi ces masques de vieillards ou autres qui sont utilisés dans les danses au bout-temps pour exhiber des sexes devant le nez des jeunes filles, etc. Il y a ces masques qui sont utilisés durant les danses de Tercham, dont parle Françoise Pamaret, mais il y a quand même un certain nombre d'autres personnes qui en parlent, où les hommes sortent, dans le cas de 2008, qui était un cas très précis, pour le couronnement du roi du Bhoutan, il y a eu devant un monastère bouddhique, les portes du monastère qui s'ouvrent à minuit, avec 16 jeunes garçons nus et masqués qui sortent du monastère. Ils font une danse autour du feu, et les femmes vont se prosterner devant pour qu'ils leur tapent sur la tête avec le sexe pour chasser les démons. Chez nous, ça les attirerait plutôt, mais là-bas, ça les chasse. Alors, dans ce cas-là, les danseurs étaient masqués, non pas de masques en bois comme de ce type, mais avec des bandages. Mais il y a dans d'autres villages, dans d'autres monastères, et donc on exhibe son sexe pour faire peur aux démons. Et alors, c'est la fin d'un monde aussi, parce qu'à l'époque, en 2008, je connaissais des gens qui avaient assisté à cette cérémonie, et personne ne prenait de photos, et parce qu'on ne pouvait pas prendre de photos au flash, parce que maintenant, c'est bourré de touristes qui prennent des photos au flash, donc les danseurs portent des caleçons ou des pagnes pour cacher leur sexe. Ce qui veut dire que le rituel n'a plus aucun sens, puisqu'ils n'exhibent plus leur sexe qui est destiné à chasser les démons. Donc c'est la fin d'un monde aussi à ce niveau-là, mais de toute façon, les monastères bhoutanais maintenant ont des pistes de danse pour que les moines fassent des spectacles pour les photographes, et donc on en arrive là, quoi, au niveau du... tout est bouleversé. Et est-ce qu'on sait à quoi le masque est en comparaison japonais, on sait à quoi il servait, sa fonction? C'était du théâtre au Japon. Après, ça a évolué en théâtre japonais. Mais certains masques là, de Mompa Shadupen sont utilisés également en Arunachal Pradesh avec du théâtre Al Sholamo.
alors qu'a étudié pas mal Isabelle Henrion-Dourcy depuis pas mal de temps. Mais c'est très compliqué les problèmes de masques dans la région, parce qu'on se retrouve par exemple avec un masque qui n'est pas du tout de ce type-là, mais par exemple les masques en peau de chèvre tannée qui étaient utilisés par les bouffons, etc. Corneille Geste, on a photographié un tout à fait dans le sud du Tibet, c'est celui qu'a reproduit le professeur Stein dans son livre sur la civilisation tibétaine, et c'est donc un conteur ambulant qui porte ce masque. Alors qu'on trouve le même type de masque en Arunachal Pradesh qui n'a pas du tout la même fonction. Donc on se retrouve avec des styles de masques avec des fonctions différentes suivant les régions, probablement liées à des évolutions de culture, avec des diffusions de cultures un peu différentes, parce qu'on se retrouve en permanence... Quand je parlais des tombeaux tout à l'heure avec les têtes de chevaux, c'est quand même dans une zone où les Bompo étaient très présents. C'est dans cette région-là que la religion Bompo s'est plus ou moins constituée. Et donc, après, il y a les bouddhistes qui ont copié, il y a eu des régressions bouddhiques en faveur des Bompo, etc. Et tout le monde a copié tout le monde pour récupérer la clientèle des autres. Donc, on se retrouve avec des quantités de traditions qui sont... réadaptés aux contextes locaux, et donc on les constate, mais on ne sait pas pourquoi ça a changé dans le circuit. Est-ce que tu as eu des infos sur le masque que Goitré, c'est une femme ou un homme Goitré, on l'a vu passer mais tu ne l'as pas montré. Tu le mets en comparaison avec d'autres masques? Le goitre, c'est quelque chose de courant, c'était quelque chose de courant au Bhoutan, parce que c'est du sel qui venait des mines de sel du Tibet, et c'est du sel qui était déiodé. Donc ça favorise des déformations des glandes thyroïdes au niveau des goitres, donc créant des goitres. Et justement, Philippe Charlier, qui est maintenant à la direction des services scientifiques du Quai Branly, dans le temps, m'avait demandé de trouver du sel pour pouvoir l'analyser. À l'époque, il n'était pas au Quai Branly, parce qu'au Quai Branly, ils ont du sel de cette région qui avait été rapporté par Corneille Geste dans les années 60. Donc maintenant, ils pourraient l'étudier. Mais donc à l'époque, ils voulaient étudier ce sel pour expliquer cette anomalie. Et j'avais interrogé Françoise Pomaré pour en avoir. Et elle m'a dit, c'est plus la peine maintenant, parce que maintenant, les routes commerciales ont changé. Le sel ne vient plus du Tibet, il vient de l'Inde. Maintenant, c'est du sel marin, il est iodé, donc les goitres sont en régression. Alors, celui-ci, il y a Patrick qui est là-bas, qui pourra peut-être vouloir vous en dire un mot. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais c'est pas grave. Lui estime que les trois nodules du goitre sont liés aux trois joyaux. Alors, je ne comprends pas pourquoi, donc je ne suis pas d'accord avec lui. Mais il va peut-être vouloir vous dire trois mots sur le sujet pour vous donner son point de vue. Voilà. Oui, il y a beaucoup de masques de goitre. Patrick. Il y a beaucoup de masques de goitre qui sont généralement des masques naturalistes et qui représentent toutes les formes de goitre. C'est-à-dire quand on avait interrogé Charlier, effectivement, vous avez des goitres qui sont uninodulaires, multinodulaires, avec 3, 4 nodules, etc. Et tout ça est représenté dans les masques. Et c'est donc pas stylisé, c'est une reproduction naturaliste des masques. Cet objet-là, il a la particularité d'avoir effectivement une stylisation très importante et dans la forme des trois joyaux, et de reprendre exactement les rides du personnage pour les représenter sur son goitre. Et mon interprétation personnelle, que ne partage pas François, c'est que cette présentation-là, qui fait vraiment penser au milieu tibétain aux trois joyaux, fait penser effectivement que, quelque part, c'est une façon de rendre hommage à ce personnage. Alors le goitreux est toujours une goitreuse, en général, et le personnage traditionnel dans l'univers non pas de la goitreuse, c'est la grand-mère gardienne du yak, qui s'appelle Abby Garbo, je ne sais pas quoi, je n'ai plus le nom exact. Et donc, je pense que cette stylisation-là très particulière
est de nature à lui rendre hommage et à la présenter comme un personnage particulièrement vertueux. De même que vous avez certains masques comme ça, très ridés, qui sont peints en jaune et qui est une couleur qui effectivement rappelle que le personnage en question est un personnage qui est très proche de la religion et qui est effectivement un bon bouddhiste. Alors il y a un autre problème sur ce masque, c'est que il a une coiffure qui n'est pas la coiffure des femmes. Hein, la coiffure des femmes, elle est traditionnellement comme ça. Et là, il n'a pas du tout cette coiffure-là. Et en plus, vous remarquerez qu'il a une barbiche. Donc on peut penser à un masque d'homme. Alors, tous les gens, moi, que j'ai interrogés, qui connaissent très bien ces rituels, me disent qu'il n'y a pas de goitreux, qu'il n'y a que des goitreuses. Alors évidemment, c'est porté par des hommes, il n'y a pas de femmes qui dansent. Hein. Les masques sont portés par des hommes et qui dansent les personnages de goitreuses. Alors, la barbiche serait une pilosité disgracieuse de quelqu'un d'âgé, selon les gens avec qui j'en ai discuté. La coiffure est un sujet qui interroge davantage. Ceci dit, les pas goitreux... totalement exclu que ce soit un masque d'homme. Pas totalement. Parce que les goitreux existent au bout de temps. On a des photos de personnages d'hommes goitreux. Alors, la prévalence de la maladie, c'est 80% pour les femmes. Hein, et effectivement, maladie qui a complètement disparu aujourd'hui enfin, quasiment complètement disparu avec le sel indien. Mais ça touchait la grande majorité de la population. Hein, ça touchait plus de 50% des gens dans certaines régions. Le goitre, c'était très important. Et puis il y en a qui ont des goitres monstrueux comme ça. Quoi, oui, comme, il y a des photos qui sont terrifiantes. Et il meurt étouffé d'ailleurs à la fin. Et d'ailleurs, celui qui a escaladé l'Everest, dont j'ai oublié le nom, qui était un néo-zélandais, médecin, si vous m'aidez, on va voir. Hilary, qui était médecin et qui voulait remercier les populations Sherpa de l'avoir aidé, ça, a écrit, a voulu retourner dans les zones Sherpa, où là il avait été complètement affolé en tant que médecin de voir tous ces gens avec des goitres, et il a voulu retourner avec une mission médicale pour effectivement mettre en place des protocoles médicaux pour essayer de soigner les gens, etc. Et il raconte avec les énormes difficultés, ne serait-ce qu'à pouvoir faire d'abord faire des analyses, parce que faire une prise de sang à un bouddhiste ou pas, c'est compliqué. Il ne comprend pas bien ce que vous êtes en train de faire. Et ensuite, il y avait le problème énorme de la conservation des échantillons. Parce qu'à l'époque, pour revenir dans des zones où il y avait un frigidaire, c'était compliqué. Mais donc ça prouve bien que le problème du goitre était vraiment un problème extrêmement important dans la santé de ces populations. Donc voilà pourquoi il y a plein des goitres. Alors, il y a aussi des singes. Il y a également des singes goitreux. Donc on peut se demander si ce sont des singes ou des guenons d'ailleurs, puisque il y a peut-être les deux d'ailleurs. On va poser la question à Charlier, demander si la maladie touche aussi les singes, ou si c'est simplement une transposition sur le singe d'une maladie. Par contre, comme on a des statuettes pas de singes, oui. Ils sont peut-être sexués, il faudrait peut-être regarder à ce niveau-là, voir si... Oui. Mais ceci dit, la petite statuette que j'ai en haut, oui. C'est un homme qui est goitreux, et bon, on ne peut pas ignorer que c'est un homme, quoi. Ou alors il faut vraiment y mettre de la bonne volonté. Voilà, bah merci Patrick de ce petit commentaire. Bon, d'autres questions? L'hiver dernier, un homme goitreux au Nagaland, c'est un ancien chasseur de tête, plus âgé des village. Il a 112 ans. Non. Oui, il y a 20% de la maladie qui touche les hommes.